Le taux de participation au premier tour de l'élection présidentielle dans la majorité des bureaux de vote de la capitale s'avère faible. Le 16 novembre, bien que déclarée journée non ouvrable mais payée par le gouvernement, a vu peu de citoyens profiter de ce temps pour exercer leur droit de vote. Des partis politiques demandent l'invalidation des résultats de l'élection présidentielle, compte tenu non seulement des irrégularités du processus électoral, mais aussi du fort taux d'abstention. Ils affirment que l'élection présidentielle de ce jour n'a aucune crédibilité. Dans l'actualité internationale, Joe Biden et Xi Jinping ont rétabli un dialogue resté en souffrance pendant un an, mais ont aussi exposé leurs différends au grand jour, en particulier sur Taïwan. Le taux de participation au premier tour de l'élection présidentielle dans la majorité des bureaux de vote de la capitale s'avère faible. Le 16 novembre, bien que déclarée journée non ouvrable mais payée par le gouvernement, a vu peu de citoyens profiter de ce temps pour exercer leur droit de vote dans de nombreux bureaux de vote visités par nos journalistes. Les observateurs étaient presque les seuls présents sur ces lieux. Selon les organisations de la société civile, ce manque d'enthousiasme de la part du peuple à participer aux élections s'explique par une prise de conscience face aux irrégularités observées tout au long du processus électoral. Nous, membres de la société civile Rouille, sommes sortis dès 6 heures du matin pour observer le déroulement des élections, comme c'est notre habitude à chaque scrutin. Personnellement, je n'ai pas exercé mon droit de vote. Le taux de participation aux élections est généralement faible jusqu'à présent, contrairement aux élections précédentes où les citoyens faisaient la queue dès les premières heures de la journée. Le constat actuel démontre un désintérêt marqué. Les Malgaches semblent vraiment fatigués des affaires politiques et ne perçoivent plus l'impact positif des élections sur leur vie. Les alertes de l'opposition ainsi que de diverses entités et de la société civile du pays concernant les irrégularités dans le processus électoral explique en grande partie le manque d'enthousiasme des citoyens à participer au vote. Dans le Fuktan d'Atsaabe, seulement 11% des électeurs inscrits sur la liste électorale se sont rendus aux urnes vers 11 heures, heure à laquelle nos journalistes sont passés. Selon les responsables locaux, tous ceux figurant sur la liste électorale ont le droit de voter, même s'ils ne possèdent pas de carte électorale. Le bureau de vote dans le Fuktan d'Atsaabe à Kaztukan a ouvert ses portes à 6 heures du matin. Sur les 2229 électeurs inscrits, seulement 247 se sont rendus aux urnes jusqu'à présent, à 10h45, soit un taux de participation de 11%. Jusqu'à présent, le déroulement des opérations dans le bureau de vote se déroule sans problème. Les citoyens qui n'ont pas de carte électorale peuvent tout de même voter à condition d'être sur la liste, de présenter leur carte d'identité nationale et de remplir une fiche fournie par la CENI. Cependant, en vertu du code électoral, les citoyens dépourvus de carte électorale ne sont pas autorisés à voter, même s'ils figurent sur la liste électorale. La situation actuelle où des individus peuvent voter sans carte électorale s'ajoute aux irrégularités et illégalités déjà constatées dans le processus électoral en cours. Ces anomalies ont motivé de nombreux citoyens à s'abstenir de voter. Selon les politiciens, on ne peut espérer une augmentation du taux de participation des citoyens compte tenu des chiffres observés dans les zones urbaines. Si le taux de participation au vote est déjà faible dans les zones urbaines, il est difficile d'espérer une augmentation dans les zones rurales. Dans ces régions, l'insécurité prévaut et les habitants vivent littéralement dans le noir en raison de l'absence d'électricité. Ces deux facteurs, l'insécurité et le manque d'électricité, peuvent sérieusement réduire l'enthousiasme des citoyens à participer au processus électoral. La question qui se pose est de savoir s'ils vont encore insister sur la légitimité de ces élections, alors qu'elles ne bénéficient pas de l'adhésion de la majorité du peuple. L'évolution de la situation reste à voir.
Si dans les zones urbaines, les citoyens ne manifestent pas d'enthousiasme, il est difficile d'imaginer une participation plus élevée dans les zones rurales. Dans ces régions, les habitants vaquent à leurs occupations quotidiennes, car ils ne perçoivent pas l'intérêt de ces élections. On leur a déjà indiqué qu'il serait nécessaire de d'abord assainir l'environnement électoral avant de procéder aux élections. Tout porte à croire que le pourcentage de participation générale sera faible à cette élection. Bien qu'il n'existe pas de loi pour annuler les résultats en cas de faible participation, la légitimité de cette élection sera compromise si la majorité de la population n'y a pas participé. Les chiffres officiels de la CENI relatifs au taux de participation sont attendus. Le taux de participation a été de 22,6% à 12 heures, contre 44% lors de la présidentielle de 2018, d'après l'Observatoire Safidi. Safid a mobilisé 5000 observateurs couvrant 880 communes, 119 districts répartis dans 23 régions. Le taux de participation est le plus faible dans la province d'Antananarivo. Les premiers constats sur le déroulement du scrutin sont issus d'un échantillon de 1355 bureaux de vote dans tout Madagascar. Les zones où le taux de participation est plus faible sont la région d'Itas à 11,2%, la région Bouglave 13%, Vaknakarach 15,2% et Analamang 15,3%. La province d'Antananarivo a enregistré le plus faible taux de participation. Les zones où le taux de participation est le plus élevé sont Anjouy, 42,5% et région Fitfunan, 32,2%. Par ailleurs, les cas des électeurs ayant reçu la permission de voter sans avoir les documents nécessaires se sont multipliés. Des cas d'électeurs ayant la carte électorale et ou la souche d'inscription, mais qui ne se retrouvent pas dans la liste électorale, ont été observés. Plusieurs cas de fermeture temporaire des bureaux de vote ont été également signalés à travers les numéros verts. Au cours de la matinée de l'ouverture des bureaux de vote à 6h jusqu'à 10h, des anomalies ont été relevées dans des bureaux de vote. De nombreux signalements concernant des insuffisances dans l'application des procédures de vote ont été reçus par l'Observatoire à travers les numéros verts. Ainsi, des délégués de partis politiques ont outrepassé leurs prérogatives en s'investissant dans les tâches des membres des bureaux de vote. Donc les incidents, c'est à moins de 20%. À titre de rappel, les rapports que nous avons partagés se réfèrent sur l'échantillon de 1355 bureaux de vote répartis dans les 21 régions de Madagascar. Il y a aussi, par exemple, le tirage au sort. Nous avons constaté que la plupart, c'est pas du tout par tirage au sort, comme la loi dit, mais plutôt par rapport à c'est désigné, soit par les chefs-foutans ou d'autres personnes qui disent que ça doit être telle personne qui doit faire les signatures au dos des bulletins uniques. Et même, nous avons constaté que les délégués des partis ont pris part au rôle des membres de bureau de vote. Alors que les délégués des partis, ce sont comme les observateurs, ils devraient seulement observer, mais pas prendre part au rôle des membres de bureau de vote. Des anomalies ont été constatées dans presque toutes les 880 communes des 119 districts par l'Observatoire Safidi. Les bulletins de vote uniques utilisés lors de l'élection dans les bureaux de vote de Cité à Canfiresan et à Banlalaitos ne sont pas assortis des numéros de série conformes à celui de leurs bureaux respectifs. Cependant, conformément à la loi organique 2018-008, article 120, régissant les élections, il est clairement stipulé que tous les bulletins uniques de vote doivent obligatoirement comporter un numéro de série en adéquation avec celui de leur bureau de vote. En vertu de l'article 171 de cette loi, tout vote considéré comme irrégulier est déclaré invalide. Voici le bulletin. On voit bien qu'il n'y a pas de numéro de série. Les observateurs l'ont signalé. Normalement, pour garantir la vérification du fait que ce bulletin a été effectivement utilisé dans ce bureau de vote, le numéro de série devrait figurer sur le bulletin et correspondre au numéro attribué au bureau de vote.
L'absence de numéro de série sur les bulletins de vote complique la vérification des bulletins qui ont vraiment été utilisés pour la journée, selon les explications. L'absence de numéro de série sur ce bulletin rend effectivement difficile la vérification de son origine. On ne peut pas confirmer si ce bulletin a réellement été déposé à Itos, car l'absence de numéro de série ouvre la possibilité qu'il provienne d'ailleurs. Une manière de le vérifier serait de s'assurer que le numéro de série correspond à celui de la souche. Ce processus de correspondance entre le numéro de série sur le bulletin et celui sur la souche est essentiel pour garantir l'intégrité du processus électoral. L'absence de numéro de série sur les bulletins pourrait, en effet, permettre à des individus mal intentionnés de manipuler les votes en les déplaçant d'une urne à une autre. L'absence de numéro de série sur les bulletins de vote peut ainsi faciliter les fraudes électorales. En 2018, les observateurs des élections avaient déjà signalé un cas similaire. Une situation qui n'a semble-t-il pas préoccupé outre mesure les responsables de l'organisation de l'élection actuelle. Malgré le forcing de l'élection de ce jour, le collectif des candidats a déclaré son intention de poursuivre sa lutte en faveur de la tenue d'une véritable élection apaisée et crédible. C'est le message qui a émergé de leur conférence de presse en début de soirée. Le collectif des candidats a réaffirmé que les élections n'ont pas respecté les normes démocratiques, une assertion soutenue par les résultats provisoires du taux de participation qui démontre le manque d'enthousiasme des citoyens et l'impact du message du collectif des candidats. Il est désormais évident que les institutions malgaches n'inspirent plus confiance. Que ce soit la HCC, la CENI ou le gouvernement, selon le collectif des candidats, seules des élections justes, crédibles et acceptées par tous peuvent garantir la souveraineté nationale et favoriser le développement économique. Le collectif appelle donc les forces vives à se réunir autour d'une table ronde pour parvenir à des élections crédibles. Du forcing pour que l'élection présidentielle se tienne sur le territoire ce 16 novembre, malgré les nombreuses irrégularités constatées tout au long du processus électoral. Selon les politiciens, cette situation met en lumière une fois de plus que le pays est actuellement gouverné par abus du pouvoir et tyrannie. Cette élection ne peut que conduire à une crise majeure si les parties prenantes ne parviennent pas à se réunir autour d'une table ronde. Cette élection est truquée et viole de façon flagrante la loi, d'après les explications. Selon la loi organique, lorsque la HCC est informée qu'un candidat ne peut pas assurer l'élection, elle est tenue d'en aviser la CENI. La CENI doit alors élaborer un nouveau calendrier électoral, qui doit ensuite être soumis au gouvernement pour publication officielle. Cependant, dans notre cas, c'est la HCC qui a pris l'initiative de légiférer le report de l'élection d'une semaine. Cela montre une fois de plus que la HCC ne fait que violer les lois. En outre, il y a ces cas dans les zones rurales où des signatures sont collectées auprès des citoyens en échange d'argent, une pratique que de nombreux témoins confirment. Le gouvernement a ignoré les alertes et déclarations émises par les forces vives ainsi que par les chefs religieux et spirituels du pays. Il devra assumer la responsabilité des conséquences de cette élection forcée. Le Premier ministre, chef du gouvernement, fait le sourd d'oreille. Le collectif des candidats n'a eu de cesse de demander un dialogue pour trouver un accord politique. Dans une république telle que Madagascar, la démocratie occupe une place centrale dans la Constitution. Les manifestations de citoyens, motivées par les difficultés de la vie quotidienne, reflètent le ras-le-bol général. Madagascar se classe comme le 4e pays le plus pauvre du monde. À chaque déclaration sur les réseaux sociaux et dans les médias, le général Richard Ravalomanana est régulièrement mentionné. Il serait opportun pour lui d'écouter sa conscience et de ne pas permettre au pouvoir de dicter ses décisions. L'expérience montre que le pouvoir est éphémère. Même l'amiral Didier Rassir, qui a été très influent, n'a pas réussi à réprimer le peuple.
lorsque celui-ci s'est levé pour manifester. D'après les explications, la situation actuelle corrobore les informations diffusées sur Internet et par les médias. Le gouvernement et le candidat Andradzuel ont déployé tous les moyens nécessaires pour faire du forcing, même si les conditions n'étaient pas remplies. Les résultats de l'élection forcée de ce jour ne sont pas crédibles et sont inacceptables, d'après le parti politique Tambach. Ce parti souligne que les conditions nécessaires pour garantir la crédibilité et la transparence de cette élection ne sont pas remplies et demande l'invalidation des résultats. L'élection d'aujourd'hui n'est pas crédible, tout d'abord parce que de nombreuses entités ne l'approuvent pas, considérant qu'elle n'est pas conforme aux lois en vigueur. Deuxièmement, les conditions nécessaires pour garantir sa crédibilité ne sont pas remplies. Si la présidente de l'Assemblée nationale et le FFKM se sont positionnés contre ces élections, cela suggère que les résultats de ces élections suscitent des inquiétudes. La question se pose alors de savoir si l'on va persister à élire une personne coûte que coûte ou si le gouvernement va suspendre le processus en constatant un faible taux de participation. Selon le parti HVM, le choix de la majorité ne se reflète pas dans cette élection truquée. Le refus de la tenue de cette élection le 16 novembre a été clairement exprimé. Si les résultats électoraux sont publiés malgré tout, la légitimité tant des résultats que de la personne élue sera fortement compromise. Garder le pouvoir conféré par le peuple deviendrait difficile, car le faible taux de participation démontre un manque de confiance de la part de la majorité de la population. Le faible taux de participation observé dans les bureaux de vote prouve que cette élection truquée, organisée par la CENI, a été forcée. La majorité des partis politiques, des sociétés civiles et des citoyens s'accordent à dire que les résultats devraient être annulés et non pris en compte. La majeure partie des habitants d'Abanavarach, l'une des petites localités de Mananjinavaranjan, se sont donné le mot pour ne pas voter ce 16 novembre 2023. Cette mère de 8 enfants et grand-mère de nombreux petits-enfants a préféré s'abstenir au vu de la multitude d'irrégularités dans le processus électoral dont elle a pris connaissance. Un grand nombre d'habitants de ce village n'a pas eu de carte d'électeur. Comment les élections pourraient-elles se dérouler normalement? Il y a des personnes à qui on donne du riz et des choses en contrepartie de leur carte d'identité. Nous ne sommes pas allés voter. Il est sûr et certain qu'on y serait allé si les élections étaient dans les normes. Mes enfants et moi avons toujours voté. Les habitants d'Abanavarach ne veulent pas avoir une part de responsabilité dans le futur incertain du pays durant les 5 prochaines années. Ils estiment qu'une crise est inéluctable compte tenu de la situation qui prévaut. Selon eux, une élection crédible aurait dû être précédée d'un assainissement de l'environnement électoral qui aurait permis de choisir parmi les candidats en lice. J'ai décidé de ne pas voter. Tout est confus dans la préparation des élections. Si on nous force à voter une personne, ce n'est plus une élection. Je n'aurai pas de conscience tranquille pour aller voter sans tous les candidats. Les jeunes de cette localité s'insurgent contre la tenue d'une mascarade d'élection pour plébisciter un candidat. Ils estiment avoir été laissés pour compte ces 5 dernières années, malgré les promesses qu'on leur a faites en 2018. Ils ne veulent plus être instrumentalisés seulement à des fins électorales. Rien ne va. Aucune infrastructure pour les jeunes n'a été érigée. Sans volonté personnelle, on n'a rien. Il n'y a rien venant de l'État dont la population de base aurait pu profiter. J'appelle les jeunes à ne pas se laisser acheter, mais à bien considérer qui est à même de diriger le pays. Sinon, le pays court à sa destruction. Aujourd'hui, les familles d'Abanavarach ont vaqué à leur activité quotidienne. Les mères de famille ont fait la lessive et ont travaillé dans les champs.
Les pères de famille ont cassé du bois et ont réparé leur maison pour faire face à la situation des pluies. Ce sont les images que nos journalistes ont retenues aujourd'hui de leur petite virée à Banyavarach. La poignée de main est chaleureuse et les visages détendus. Après des mois d'extrême tension, Xi Jinping et Joe Biden mettent en scène l'apaisement entre leurs deux pays. Ballons météo chinois qualifiés d'espions par les Américains et abattus au-dessus de leur territoire, guerre économique acharnée, crispation autour de l'île de Taïwan, les deux dirigeants veulent mettre à plat leurs différends. Pour deux grands pays comme la Chine et les États-Unis, tourner le dos à l'autre n'est pas une option. Il est irréaliste d'espérer influencer le modèle de l'autre et les conflits et les confrontations ont des conséquences insupportables des deux côtés. Si les dossiers les plus importants, comme celui de Taïwan, sont très loin d'être réglés, le locataire de la Maison-Blanche se réjouit des avancées sur la question du fentanyl. Cette drogue de synthèse qui fait des ravages et tue chaque année des dizaines de milliers d'Américains est souvent produite grâce à des composants venus de Chine. Pékin promet de s'attaquer à cette filière. Les deux puissances vont aussi collaborer sur la question climatique et renforcer la communication entre leurs armées. La diplomatie chinoise parle d'une rencontre qui fera date dans l'histoire sino-américaine, malgré cette déclaration de Joe Biden à la fin de sa conférence de presse. Monsieur le Président, considérez-vous Xi Jinping comme un dictateur, comme vous l'avez déclaré dans les médias par le passé ? Eh bien oui, c'est le cas. C'est un dictateur dans le sens où c'est un homme qui dirige un pays communiste, qui a une forme de gouvernement totalement différente de la nôtre. Des propos qui n'ont pas suffi à jeter un froid sur ce sommet de coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Le président chinois s'est réjoui de sa rencontre avec Joe Biden et a affirmé que son pays était prêt à devenir un partenaire et même un ami des États-Unis.